bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire du CIRPA consacré à la communication de crise dans notre secteur. Alors, je me représente très rapidement pour ceux qui connaissent pas trop le CIRPA et c'est les personnes du bureau. Moi, je suis au bureau du CIRPA, je suis Marie-Laure Eustache en charge de la vie du réseau et j'ai le grand plaisir d'organiser avec mon groupe de travail vie du réseau, qui est aussi force de proposition. Et il y a d'ailleurs, on a aussi eu l'idée d'inviter Nathalie par ce biais-là, des événements tout au long de l'année pour le CIRPA. Alors, je vous présente juste un petit peu la structure de ce webinaire et puis je vous présenterai Nathalie avant bien sûr de lui laisser la parole ainsi qu'à Anaïs qui va nous dire un petit peu qui est le CIRPA pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, le déroulé, c'est qu'on a 1 heure à passer ensemble. C'est vraiment le mode opératoire. Une demi-heure, un petit peu plus d'une demi-heure de discussion avec Nathalie Maroun. On va parler de son livre. On a choisi 4 axes précis et on terminera sur l'intelligence artificielle puisque c'est un sujet qui nous tient à cœur au CIRPA. On vous dira pourquoi. Et puis, il y a évidemment une bonne vingtaine, un peu plus de 20 minutes consacrées à vos questions. À Nathalie, profitez-en, questionnez-la si vous avez des problématiques, des cas concrets à lui exposer, si vous avez envie de réagir à ce qu'elle a dit. Donc, c'est vraiment la tonalité de ce webinaire. On discute une petite demi-heure et ensuite on vous laisse la parole. Nathalie, un grand merci d'être avec nous ce matin. C'est un peu en exclusivité, en plus c'est même carrément en exclusivité que tu nous présentes ton livre qui est tout chaud sorti du four, hein. Ça date de début avril, la boîte à outils de la communication de crise, 55 outils, rien que ça. Et tu vas nous aider à faire le tri à nous aider à choisir les plus pertinents selon les cas. 55 outils et 5 vidéos d'approfondissement. Donc c'est ton ouvrage qui est paru aux éditions Duno. On peut le trouver en format papier et également en liseuse, hein, en format électronique. Nathalie, vraiment merci beaucoup de nous réserver cette exclusivité sur ton ouvrage et tes travaux, tes réflexions. Tu es adhérente du CIRPA depuis plus de 10 ans, donc on est ravis aussi de t'entendre et de profiter de ton expertise, d'en faire profiter nos adhérents. Pour te présenter très rapidement, tu es directrice associée du cabinet Éléments. Très joli nom, cabinet spécialisé dans la gestion de crise et les enjeux sensibles. Tu es vraiment experte sur ces sujets. Tu conseilles des grandes structures institutionnelles d'ailleurs. Et puis tu es aussi enseignante à l'INSP, donc l'Institut national du service public, anciennement l'ENA, pour ceux qui ne savent pas encore. Voilà, l'ENA a changé de nom et tu y enseignes tes matières. Et donc tu es l'auteur, Nathalie, de ce livre très dense, très généreux, très complet, la boîte à outils de la communication de crise. Et on va t'écouter, Nathalie. Je vais arrêter de parler. Je vais juste passer la parole à Anaïs parce que pour commencer, on voulait juste vous représenter un petit peu le CIRPA. Et puis après, on va te questionner sur les angles que l'on a choisis. Anaïs, est-ce que tu peux prendre le relais? Oui, merci beaucoup Marie-Laure. Donc rapidement, on voulait se présenter. Donc comme l'a dit Marie-Laure, le CIRPA est le réseau des communicants agricoles. Notre mission, c'est de soutenir et d'accompagner les communicants de l'agriculture, de promouvoir les innovations du métier de communicant et de créer une synergie entre les professionnels pour valoriser leur initiative. Donc, on a un réseau unique. On a des opportunités de visibilité. D'ailleurs, Nathalie, étant membre du CIRPA, c'est pour cela qu'aujourd'hui, elle nous fait l'honneur de présenter son livre. Et n'hésitez pas à nous solliciter pour ce genre d'événements. On fait également des événements. Donc, on a des événements de nos partenaires, mais également des événements que nous créons nous-mêmes. Donc, ça, je vous en parlerai à la fin du webinaire, si vous êtes restés connectés, puisqu'il y en a de beaux événements à venir. Et on est également, donc, comme tout réseau, on est là pour fédérer les membres entre eux. Donc, on organise différents événements, que ce soit webinaires pour toucher toute la France, mais également des événements en physique, que ce soit en région ou à Paris. Donc, si vous souhaitez rejoindre le réseau, n'hésitez pas, vous allez sur sirpa.com et puis prenez votre adhésion. On sera ravis d'échanger avec vous et de vous accompagner à construire et à développer votre réseau. Super. Merci Anaïs. Donc voilà, restez connectés avec le CIRPA. Suivez-nous sur LinkedIn aussi, hein. Grâce à toi, Anaïs, la page est très active et on essaye de s'adresser à notre communauté d'adhérents et de sympathisants. Rejoignez-nous en tout cas.
Très bien. Nathalie, allez, on rentre dans le vif du sujet, Oui. la communication de crise. On s'est adapté au public, hein, qui est un public de communicants agricoles. Il y a aussi des journalistes, des conseillers, des consultants. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu pourquoi tu as fait ce livre et puis après on rentre dans le vif du sujet, Nathalie. Super, bonjour. Merci à tous. Je suis très touchée de voir le nombre de personnes connectées. Et en même temps, je disais tout à l'heure à Marie-Laure, c'est à la fois encourageant, mais c'est aussi pas très rassurant parce que effectivement, le sujet est peut-être un peu trop d'actualité. N'empêche, comme on le verra, l'un des objets de ce livre, c'est aussi de se dire qu'il ne faut pas attendre d'être en crise pour se préparer. Et donc, voilà, j'ai envie de commencer par dire que tout ce que je souhaite, c'est que vous n'ayez jamais besoin de véritablement utiliser ces outils de communication de crise. Euh, L'idée de ce livre est arrivée à un moment où euh, j'ai ressenti le fait que le monde bougeait, ça, c'est une vérité de la palisse, mais le fait aussi qu'il faut qu'on commence à prendre le temps de réfléchir à, aux enjeux de demain, Mm, à des crises auxquelles on ne sait pas encore faire face. Donc ces crises qui sont plutôt une situation qui s'étale, des crises gluantes et pas des événements avec un début et une fin. mm, Et avec les réseaux sociaux, la désinformation, l'incertitude, cette urgence qui devient de plus en plus accrue. Et puis, je me suis dit, mais en fait, comment est-ce qu'on pourrait pousser encore plus loin la réflexion si on ne prend pas le temps déjà de poser ce qu'on sait déjà? Et mm, donc, cet ouvrage, c'est un peu ça. C'est un pari de se mm, dire, on est, enfin, il y a plusieurs communicants de crise, mais prenons le temps de mettre dans un ouvrage sous forme d'outils et pas de principes. Parce que les principes, ils nous disent ce qu'il faut faire, ils ne nous disent pas comment y arriver. Donc voilà, mon parti pris, c'était de dire, et j'ai envie d'essayer de mm, montrer aussi les outils, les voies mm. par lesquels on peut y arriver. Le mode Voilà, et d'emploi, donc vraiment très j'ai concret. Ouais. souhaité Pardon, un le mode livre d'emploi. accessible aux communicants et aux non-communicants, Mm, mais surtout accessible, mm. utile, enfin, on se comprend, mais surtout opérationnel. D'accord, d'accord, très bien. Alors, on a, en préparant ce webinaire, on a identifié des sujets. Alors, c'est vrai qu'on on parle à un public agro. Tu m'as interpellé, tu m'as suggéré de parler de la problématique des rappels produits, Nathalie, parce qu'il y a enfin, euh, apparemment de plus en plus de problématiques sur ce sujet. Oui, c'est effectivement un des premiers sujets qu'on a abordé en Mm, préparant cette session, celle des rappels produits, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est des moments exigeants, très difficiles à vivre, surtout quand c'est des rappels d'ampleur, surtout quand il y a potentiellement une erreur qui a été faite ou quand on ne sait pas encore. Ce qui est aussi parfois compliqué dans les rappels produits, c'est qu'on procède à un rappel avant d'avoir parfois toutes les analyses selon ce fameux principe de précaution. Et l'autre raison pour laquelle le rappel produit me semblait important, c'est que c'est une crise dans laquelle communiquer tout seul ne suffit pas. d'accord. Et aujourd'hui, en fait, j'ai souhaité aussi montrer que la communication de crise ne vient pas après la gestion de crise, que Mm, la communication de crise parfois ne peut pas se substituer à la gestion de crise, mais que les deux, sur certains cas, doivent aller de pair mhm, et les rappels produits font partie de ces situations où la gestion et en tout cas la communication est un des piliers de la mm. gestion de crise. Est-ce que tu as un cas concret en tête ou des exemples, Ah, notamment dans l'agro? les exemples, ils sont nombreux. Mm, Et euh,
souvent, on va se rappeler des exemples où ça n'a pas marché, parce que l'interpellation a été trop forte, parce que l'entreprise a été lente, parce qu'on a eu l'impression d'une forme de complicité avec les services publics, par exemple, euh, D'accord. notamment dans les questions liées à l'eau en bouteille actuellement. Mhm. Et c'est plutôt ces situations qu'on voit. Après, il y a plusieurs rappels produits qui se passent sans forcément qu'on ait une énorme alerte communication ou médiatique Mhm. ou un véritable enjeu réputationnel. Et ça, c'est justement parce que la communication a bien marché. Et c'est un peu le défi de la communication de crise et toute l'humilité qu'elle exige, c'est que quand on la fait bien, ben, en fait, on ne Mhm. la voit pas. Et quelque part, c'est tant mieux. Je pense notamment à beaucoup d'industries qui sont passées par ce qu'on a appelé il y a 3 ans, 4 ans, la crise du sésame importé d'Inde, donc le Oui. sésame contaminé, et où finalement, ça, je ne sais pas si vous en rappelez, ça a Ben, été j'essaie de... un rappel non, européen qui a concerné en fait le sésame distribué, les graines de sésame distribuées, mais aussi Mhm. plein de produits qui vont de la boulangerie industrielle au chocolat, en passant par diverses préparations alimentaires qui contiennent du sésame et où finalement, parce que la gestion a bien accompagné la communication et inversement, alors qu'on était sur un rappel européen, Mhm. finalement, ça s'est bien passé, je dirais. D'accord. Ouais, moi, j'ai plus en tête des choses plus tragiques où il y a des Parce que décès, c'était des hein, où il y graines de a sésame bio. le sésame bio. Quelqu'un Oui. demande si c'était le sésame bio. Alors, il y avait, dans certains cas, les produits qui avaient été, dans lesquels était intégré ce sésame étaient Mhm. des produits bio. Et justement, ça a questionné la traçabilité Mhm. de l'import, forcément. D'accord. Il y avait eu la même chose avec des pousses, là, ce qu'on met là, les graines de je sais pas Les pousses quoi. de soja. Ouais, ça doit être Il y ça. a un Ouais. peu plus longtemps que ça. Mhm. Après, effectivement, une contamination chimique ou de la contamination bactério type, donc vous parliez des graines, du soja germé, où c'était E. coli. D'ailleurs, ça avait été confondu avec du concombre au début. Mhm. Voilà. Voilà. Et là, en fait, les cinétiques ne sont pas les mêmes parce que dans Mhm. le cas d'E. coli, on a forcément des victimes, on a des personnes parfois Mhm. hospitalisées. Oui. Et c'est important de garder en tête que dans les rappels produits, cette organisation, elle est essentielle. L'organisation de la communication de crise aussi pour permettre que la situation soit gérée Mhm. selon ce qu'elle est. Ça peut être Mhm. du corps étranger, de la contamination chimique, bactériaux, etc. Quand tu dis que la communication de crise, elle est bien faite, c'est on a bien anticipé, on a soigné les relations avec ses parties prenantes, on a, voilà, on n'est pas en terrain miné, on se laisse pas surprendre, même s'il y a toujours une surprise, mais on est quand même préparé, c'est ça que tu veux dire? Oui, il y a toujours il y a toujours l'effet de surprise possible parce Ouais. que les rebondissements, on les prévoit jamais à l'avance. Mais c'est, comme tu le dis, le fait de tenir compte des parties prenantes, de leurs attentes, Mhm. mais aussi du fait que sur les rappels produits, il y a plusieurs personnes qui vont s'exprimer. Ne serait-ce que, par exemple, quand les rappels sont affichés dans la grande distribution, c'est rarement l'industriel lui-même qui va l'afficher. Ça Mhm. revient plutôt à la distribution elle-même. Donc, il est essentiel, en fait, que la marque soit protégée en Mhm. fournissant à l'ensemble de ses partenaires de quoi faire en sorte que la communication se fasse d'une seule voix, comme on dit en bon français, ce fameux One Voice. One Voice. Et on voit pendant que tu parles, et merci Anaïs d'avoir préparé ces slides, un extrait du livre, à organiser la cellule de communication de crise. Euh, La cellule de communication de crise, c'est vraiment quand on est dans l'œil du cyclone, hein. On est d'accord.
C'est ça, bien sûr, elle nécessite d'être préparée en amont parce Oui. qu'elle ne permet pas d'anticipation. C'est pas le jour J, en découvrant une alerte sanitaire, par exemple, qu'on va se dire, tiens, comment on va s'organiser pour communiquer vers les éventuelles victimes. Ça nécessite Mm. d'avoir anticipé en amont, en D'accord. interne ou parfois avec des recours externes tels que des plateformes téléphoniques Mm. dédiées parce que les capacités d'une organisation peuvent être dépassées. Donc, bien Mhm. sûr, cela nécessite de se préparer en amont. N'empêche, se préparer, c'est se préparer donc à communiquer, mais aussi à répondre par étapes et selon plusieurs fonctions qui vont Mm. du standard téléphonique Mm. aux questions de Oui. partenariats commerciaux, Mm. en passant par les médias, tout en rappelant que justement, ce qui est important dans les rappels produits, mais dans toute crise, j'ai envie de dire, Mm. c'est de ne pas limiter la communication à la Mm. communication vers les médias. Oui, même s'il y a une grande place qui est consacrée dans ton livre aux relations presse en temps de crise, avec, tu as imaginé tous les formats, hein, la presse écrite, comment recourir et quelle posture avoir, comment utiliser enfin, utiliser entre guillemets, comment, voilà, positionner dans la presse écrite, à la télé, voilà, tu as imaginé les différents formats possibles et il est très très bien ce chapitre sur les relations presse en période de crise. Je vois que l'heure tourne, Nathalie, sur ces rappels produits. On a bien compris, hein, que de toute façon, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, mais la confiance, il y a une confiance qui est cassée et qu'il faut restaurer et qu'il y a effectivement, j'imagine, même après la crise, tout un travail de restauration de la confiance à faire pour ces marques qui sont mises en cause. Est-ce que tu veux compléter ou on peut passer au deuxième axe? Qu'est-ce que tu On- Peut-être avant de passer, veux? juste dire que tout ça, ça se Mhm. prépare et pas seulement avec le service communication, Mhm. que un rappel produit met toute l'organisation à l'épreuve et que la coordination entre les différentes directions et les différents services se fait en amont, bien entendu. Oui, c'est vrai. On n'est pas seul en communication de crise, c'est un travail collectif. Tu as raison de le rappeler. On passe à ce deuxième axe qui émerge aussi, hein, qui sont ces mouvements éco-citoyens, les ONG, guidés par leurs convictions, leur militantisme, et viennent voilà, frontalement se confronter à des acteurs du monde agricole, du monde agroalimentaire. Comment tu perçois les choses? Je fais une petite citation au passage, parce qu'on les a reçus. Le livre d'Éric Delachesnée et Timothée Dufour, hein, traite ce sujet de cette nouvelle vague de communication très active et de militantisme actif. Comment tu perçois tout ça, toi, Nathalie? Pour répondre à cette question en préparant notre séminaire ce matin, j'ai pensé à l'outil 28 qui est celui Oui. des stratégies de Mhm. communication de crise Mhm. parce que j'ai envie de dire que ce que ces mouvements nous montrent, c'est non seulement la nécessité de la communication de crise, mais aussi le fait que la communication est en crise. C'est-à-dire que Mhm. si on arrive à ce niveau de crispation, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels on n'arrive même plus à s'accorder pour discuter. Et c'est là où Tu l'opposition vas de surprise en surprise avec moi, non? violente peut devenir J'écoute la petite dame qui parle de la communication de crise, mais peut-être à ce stade, il y a un pas de micro Oui. découverte. qui Pauline, fonctionne. on Pauline, entend couper votre micro. N'hésitez pas à tous couper vos micros, promis, on vous laisse la parole après. euh, je disais Oui, que c'est la peut-être un communication est en symptôme crise, Nathalie, oui, que tu la nous disais. communication, effectivement, est en crise. Et c'est pour ça que j'ai choisi cet outil qui peut paraître un peu, comment dire, un peu théorique comme ça, mais qui est quand même au cœur de la réflexion du communicant, de se dire comment je m'y prends maintenant. J'ai les outils, j'ai les messages, mais comment j'y vais? Alors, Mhm. vous mettez aussi, merci Anaïs, le QR code qui permet de rejoindre une vidéo de Mhm. Thierry Libard, qui est intervenu au CIRPA il y a Oui, 2 ans
je dirais, Tout à fait, tout à fait. pour Ouais, c'est- présenter les vents porteurs. Et dans cette interview dans laquelle il approfondit ses stratégies, il commence, voilà, vous l'écouterez, j'espère, il commence par dire qu'il y a une stratégie pour lui qui est gagnante et qui est presque nécessaire, c'est celle de la reconnaissance. Alors, forcément, une fois dit comme ça, Mm, ça semble évident, mais comment reconnaître des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord? On pense qu'il y a peut-être des biais de cadrage, des cadrages abusifs, des interprétations. Je pense que la première chose à reconnaître, c'est reconnaître le désaccord. Reconnaître que derrière ce désaccord, il y a parfois des inquiétudes qui sont exprimées mhm, mhm, et qui ne concernent du coup pas forcément la coopérative, mhm. le La marque, secteur, la ouais. filière, la marque, mais qui concernent plutôt le vécu de chacun comme Mhm. citoyen, comme père, mère de famille, comme personne, finalement, comme consommateur aussi, D'accord. parfois engagé. Et donc, Mhm. pour moi, c'est important de se Ouais. dire qu'est-ce qu'on choisit et Mhm, surtout si cette reconnaissance est nécessaire, comment bien la mhm, cadrer mhm, pour ne pas subir en fait la crise, mhm. mais réussir à prendre de la hauteur, notamment en identifiant une voie de sortie peut-être pas souhaitable, mais un minima acceptable. De se dire, Acceptable. Oui. d'accepter aussi que dans le débat ou dans la mobilisation, ce n'est pas que un débat d'idées et qu'on ne pourra pas convaincre tout le monde, mais que derrière cette stratégie, il y a la question de Mhm, qu'est-ce qu'on veut absolument protéger au niveau de la mhm, marque, au niveau de la réputation, de la notoriété, peut-être de l'activité, parfois d'un marché entier, parfois mhm. d'une d'un process habituel, etc. Et pas juste un débat d'idées comme Oui. parfois à table, on a envie de convaincre son voisin de Mhm. table qu'on a raison. C'est très, très juste ce que tu dis. Et c'est vrai que moi, quand je comprends par reconnaissance l'écoute, l'humilité et le côté rester humain, rester ouvert. Et c'est vrai que Thierry a cette approche dans tous ses livres, hein. Je crois qu'il en est à son 12e ou 15e édition du livre La communication de crise. Je sais que c'est ton mentor voilà, je m'en suis servi aussi quand j'avais enseigné à l'IDREA la communication de crise. Ces ouvrages sont très riches avec beaucoup d'exemples concrets, y compris dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Et c'est très juste ce que tu dis sur cette posture d'humilité et d'écoute. Euh, voilà, ensuite, effectivement, la victimisation, il faut éviter le refus, le silence aussi. On a des exemples en tête, hein, pour ne pas les citer, mais Lactalis, la stratégie du silence, c'est pas forcément très stratégique et très pertinent. Tu me confirmes, Nathalie? Oui, et c'est un des points essentiels de ce que je défends dans ce livre, c'est que Mm. les publics sont devenus intolérants au Oui, silence. c'est ta préface, enfin, oui, c'est dans le C'est intolérant au la silence. première phrase du communiqué, Mm. effectivement. Et en fait, je pense que c'est important de tenir compte de ça parce que pour le communicant ou pour le stratège, ça Mhm. pose une forme de dilemme Mhm. entre la réactivité et la fiabilité de l'information. Et c'est de se dire, mais en fait, si je n'ai pas d'information, mais je dois quand même être réactif, est-ce que je peux communiquer pour ne rien dire? Et, Et donc, la réponse est la réponse est pas communiquer pour ne rien dire, mais il y a des choses quand même à dire, ne oui. serait-ce qu'on est informé, qu'on essaie de comprendre, que Mhm. déjà de dire qu'on est mobilisé, Mhm. parce que la communication de crise, c'est aussi ce qu'on voit de la gestion de crise. Et on peut avoir la meilleure stratégie de gestion de crise si on n'arrive pas à faire rentrer quelque part le public dans la cellule de crise, qui est un endroit quand même fermé, confidentiel, mais en fait, il faut donner accès à ce qui, non Mhm. pas à ce qui est en train de se Mhm. tramer, Mhm. mais à minima montrer D'accord, que l'action est en cours. d'accord, d'accord, très, très, très bien.
Alors, je vois qu'il est 8h57, Nathalie. On va accélérer sur les enquêtes à charge, qui est notre troisième axe. On a tous en tête Élise Lucet et ses équipes qui peuvent débarquer à une AG, à un conseil. Et voilà, d'ailleurs, il y a toute une partie hein, sur ces micro-trottoirs, un petit peu cette improvisation parfois nécessaire et pas forcément préparée face aux attaques frontales. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette forme de déstabilisation, Nathalie, Euh, très rapidement? alors, je pense qu'il y a sur les enquêtes à charge, il y a Mhm. deux éléments dont Oui. on doit tenir compte. Mm, La première, c'est effectivement cette fameuse interview micro-tendue enfin, dans le style cache mm, investigation où on a un journaliste dans une AG ou devant les grilles, enfin, voilà, à l'accueil des locaux, etc. Et puis, il y a aussi le fait que parfois, les résultats sont déjà là, alors que bon, les sollicitations ont pourtant été faites, souvent par mail. Et puis, parfois, les communicants vont dire, moi, à tel journaliste, je ne réponds pas. Typiquement, les journalistes de cache à investigation, j'y mm, réponds pas. Ou Les quotidien, journalistes les journalistes de quotidien aussi sont. quotidien. Mm, Alors, dans mon livre, il y a quelqu'un qui m'a fait l'amitié de participer. C'est Fabrice Arfi, parce que mhm, on a souvent cette confrontation entre le journaliste et le communicant, et c'est de se dire, est-ce que le communicant, est-ce qu'il est là pour cacher une vérité que le journaliste veut absolument faire sortir? Moi, je pense que Il est de Mediapart, excuse-moi Nathalie, hein, journaliste à Mediapart. journaliste à Mediapart, effectivement. Il a écrit dans ton livre, ouais. Il a été Oui, oui, oui. interviewé. Il a écrit dans le livre notamment sur la nécessaire coopération entre le journaliste et le communicant. Et c'est assez riche, en fait, Mhm, notamment sur la façon de procéder dans les enquêtes, ce qu'ils appellent les contradictoires. Mais moi, j'avais envie, en fait, aussi de donner accès aux communicants à la manière dont les journalistes d'investigation travaillent, et il a mhm, accepté ça, et ça c'est super. Pour revenir à la question des micro-tendus, mm, en fait, les micro-tendus, ils déstabilisent parce qu'on s'y attend pas, et souvent parce qu'on n'a pas grand-chose à dire ou parce qu'on a décidé de ne rien dire. Effectivement, la question du silence peut être un choix, hein. mm, Euh, Notamment quand on se dit que les faits sont démentis par une opinion, est-ce que ça sert encore à quelque chose de dire les mm. faits? Et de Alors, prononcer une phrase malheureuse en plus voilà, qui plus pourrait être. la crainte de se dire ce que je dis peut être coupé au montage, sorti de son contexte. Euh, Moi, j'ai envie de dire qu'on vit malgré tout dans un état de droit et que le journalisme reste une profession soumise à de nombreuses règles de déontologie et au code classique du Mhm, droit français. N'empêche, il y a c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Et pour répondre à cette problématique, paradoxalement, j'ai pas été vous proposer un outil ce matin venant de la partie relations presse ou porte-parole, mais sur la définition des messages. Et c'est de d'accord. se dire que effectivement, je pense que tout message doit comporter trois grandes catégories, enfin, structurées en trois parties. Les faits, qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on sait et qu'on peut dire? De l'explication, parce que surtout sur des sujets un peu techniques qui font peur, sur l'hybridation, sur les résidus, sur l'impact écologique, l'utilisation de l'eau, les émissions de carbone, etc. Je pense que il est important de prendre le temps de vulgariser parce que beaucoup d'oppositions, pardon, naissent des incompréhensions. Et le troisième point, qui permet de désamorcer. Donc, il nous rappelle aussi la Mm, question des mouvements mhm, citoyens, c'est celui de décrire, mm, notamment ce fait de se mettre à la place d'eux,
Moi, dans cet outil, ce que je recommande, c'est de prendre le temps de décrire ce qu'on observe dans la réaction de l'autre, par exemple, ou dans les arguments qui sont utilisés. Alors, c'est des approches qui sont assez inspirées des approches de communication non violente et D'accord. qui permettent d'aller chercher aussi dans Mm. la médiation et dans la résolution Mm. de conflits des petits outils pour Mm. compléter Mm. la boîte à outils du communicant de crise. On est aux frontières de la psychologie, là, un petit peu aussi, Nathalie. On est tout le temps dans la psychologie Ah, en communication de crise parce que d'accord. il est important que cette communication, même si elle est factuelle, qu'elle Mm. ne soit pas sèche. Ok, Voilà. ok. Excuse-moi, hein, Non, j'accélère non, un t'as petit raison. peu. Il nous Avançons, reste avançons. quelques minutes pour nos deux derniers points, mais c'est bien parce ils sont liés, hein. On voulait parler, évidemment, on est en 2025. Alors, la communication de crise, dans les années 90, au début des années 2000, et puis aujourd'hui, là, en 2025, on imagine bien qu'elle doit évoluer, qu'elle a évolué, parce que tout s'accélère, hein, et comme tu le dis très bien, les publics n'aiment pas les silences de moins en moins. Donc, comment se positionner? On voulait parler des bad buzz et des crises digitales, voilà, à l'ère des réseaux sociaux. Et c'est vrai, Nathalie, il y a beaucoup de directeurs de la com qui ont vécu des crises. Moi, j'en avais fait intervenir à mes cours Laurent Sabat avec le directeur du Club Med qui s'était confronté au tsunami, rappel des cadres, on rassure les clients, etc. Il nous avait raconté ça. Sébastien Perrochin, qui était directeur de la communication chez McDo, qui avait vécu l'attaque d'un McDo là, avec José Bové, etc. Et quand ils intervenaient, ils disaient, mais qu'est-ce qu'on aurait fait avec les réseaux sociaux? Quelle proportion aurait pris ces crises qu'on a traversées? C'était tout le temps la question qui revenait. Alors justement, Nathalie, à l'ère des réseaux sociaux, comment tout ça est accentué ou pas, ces Euh, crises? dans l'ouvrage, je distingue entre les crises qui naissent sur les réseaux sociaux Ah oui. et celles, c'est-à-dire une erreur de Mm, communication, une attaque mm, voilà, tout ce qui va toucher à la réputation. Et mm, puis, les crises qui ont lieu dans la vraie vie, mm, comme celle que tu décris, mm. mais où les réseaux sociaux vont avoir un effet de caisse de résonance. Tout à fait. Et dans les cas où les réseaux sociaux ont un effet de caisse de résonance, j'ai envie de dire, on fait comme on fait d'habitude, mais en ajoutant dans notre plan de com et dans notre stratégie un canal supplémentaire à vraiment renforcer, qui Mm, est celui des réseaux sociaux. Alors bien sûr, c'est un peu différent quand la crise naît dans un média social, parce que l'idée, c'est d'éviter que ça contamine les autres les autres réseaux déjà, les autres, des médias plus classiques, c'est quand voilà, on va avoir la télé, la radio ou la presse qui en parle, c'est mm, on n'a pas réussi à limiter ça. Mais encore pire quand ça vient toucher les actionnaires, les autorités, etc., etc. Donc, d'accord. c'est pour ça que dans l'évaluation de la crise digitale, donc dans cet outil, je propose Mhm, un tableau qu'on ne va pas prendre forcément le temps de lire là, mais voilà, que je vous invite à regarder. C'est un outil aussi qui a été développé avec une vidéo réalisée avec Marie Guillaumarc de VisiBrain, qui, elle, explique en fait, parce que elle est plus dans la veille finalement que mm, moi, mm, comment on veille pour mhm, justement évaluer la crise digitale parce qu'il faut faire aussi attention quand on répond à un tweet, à mm, un post qui avait peu de visibilité, parfois on lui donne de la visibilité. Donc en mm, fait, c'est cette évaluation au-delà du message lui-même qui est là, enfin, on est sur les mêmes approches que ce qu'on a vu précédemment, mais là, c'est l'outil, c'est l'algorithme en fait qu'il mm, faut réussir à maîtriser. mm, Et puis maîtriser aussi les personnes qu'on a en face, qui mhm. faut être des personnes comme vous et moi. Il se trouve que l'écran les Typologie des transforme un publics, peu. pardon. Ouais, je regarde la slide. Le troll, Et, le râleur. Oui. et merci à Olivier Simelière, présent ici, d'avoir
contribuer à cet outil 47. Voilà, je vous invite à lire l'interview qu'il m'a accordée là-dessus, sur lui comme communicant, Mm. comment il gère ces différents types de public. Très bien. Et aujourd'hui, Nathalie, est-ce qu'il y a un réseau social un peu qui est le cauchemar du communicant où finalement, de X à LinkedIn, on peut de toute façon être confronté à ces typologies-là que tu as, que tu as dressées? Est-ce qu'il y a un réseau social plus dangereux que les autres? Euh, Peut-être par sa viralité, Lequel alors, tu dirais? TikTok. Ah ouais, ouais, ouais. D'accord. Peut-être parce qu'il est très professionnel, LinkedIn. Ouais. Ouais, Donc, ouais. il y On en ne le a voit deux. pas trop venir et on peut avoir en commentaire plus de likes qu'un commentaire d'attaque qu'un simple post innocent, LinkedIn innocent entre guillemets, mais Exactement, exactement. on Et pourra sauf que sur LinkedIn, on est tenu de préserver cette approche très corporate, n'est-ce pas? cordial, Et, voilà. c'est ça. Et sur TikTok, peut-être que vous avez des expériences plus réussies que moi, mais je trouve que l'algorithme nous dépasse. Pour l'instant, j'ai pas Ah, encore compris comment faire. ok, bon, on en rediscutera pendant les quelques instants qui nous restent pour discuter. On a un petit commentaire. Il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux aujourd'hui de l'IA. Comment influencer également sur X, par exemple, les personnes pose des questions à Grok, effectivement, et qu'il faut savoir éventuellement nourrir avec des contenus pertinents. Peut-être qu'on y viendra sur le dernier point, sur l'usage de l'IA, l'IA au service de la communication de crise. Fabien, merci de ta question. Euh, Justement, on va finir par ce cinquième axe pour que tu aies un petit peu le temps de répondre aux questions, Nathalie. L'IA au service de la communication et de ses parties prenantes. En plus, Anaïs vous nous le rappellera, mais ça sera le sujet des journées de la communication agricole le 26 juin prochain. On vous prépare un petit slide avec toutes les infos. Vous pouvez déjà noter la date dans vos agendas pour cette journée consacrée à l'impact de l'IA sur nos métiers de communicants. Alors donc, l'IA peut nous aider, Nathalie. Et tu as eu aussi une Oui, experte hein, qui est venue oui, en parler. effectivement. Et j'ai choisi d'aborder l'IA uniquement sur la partie de la gestion des parties prenantes. Mhm. Pour plusieurs raisons, parce que c'est celle sur laquelle j'ai le plus travaillé. Et donc, D'accord. l'idée, c'était de partager des outils qui marchent et Mm. pas de tâtonner dans l'ouvrage. Et aujourd'hui, sur tout ce qui est génératif, je trouve qu'on manque encore un peu de recul. Et surtout, les choses évoluent à une telle Mm. vitesse que Ça, ça c'est en vrai. devient Mm. rapidement obsolète. Donc, mon Mm. parti pris, c'était de dire, bon, qu'est-ce qui marche et Mm. qui risque de continuer de marcher? Mhm. Effectivement, c'est la capacité d'utiliser l'IA pour transformer de la donnée Mhm. de la donnée brute, en Mm. fait, en aide à la prise de décision. Donc, on n'est pas sur de l'IA où on va lui dire d'aller forcément tout glaner sur Internet au risque de l'avoir inventé, n'est-ce pas, des fameuses hallucinations, inventer des sources, des rapports ministériels, des rapports voilà, tout plein de choses, des jurisprudences. Récemment, j'ai une jurisprudence inventée. Et de se dire, en fait, par rapport aux données qu'on a, comment l'IA peut nous aider. Et c'est là où ça s'avère effectivement utile Utile. quand c'est bien utilisé Mm. pour permettre une adaptation du message à une granularité. Ça répond peut-être à la question sur X où on se dit en fait sur X aujourd'hui c'est très polarisé, mais Mm. comment on répond à cette Mm. polarité? Comment on peut équilibrer? Oui, Voilà, ça permet d'équilibrer, ça permet de comprendre. Je n'irai pas jusqu'à dire anticiper, c'est pour ça que j'ai nuancé ça par scénariser, parce que l'être humain, par définition, est imprévisible, n'est-ce pas? Et on ne sait jamais de quoi est fait le lendemain. N'empêche, il y a des scénarisations qui sont possibles à partir de ces collectes de données qui permettent d'identifier et d'analyser les tendances, les opinions, les sentiments pour permettre de répertorier, de catégoriser en tout cas les publics et de scénariser
Mhm. leurs attentes et les effets parfois de notre communication sur eux. Tu as des exemples d'utilisateurs de ces IA? Est-ce que le gouvernement utilise ça? Est-ce qu'il y a des cellules, euh, voilà, sans trop nous dévoiler des Bien, choses, bien mais sûr, en fait, concrètement? cette approche de l'utilisation de la donnée au Mhm. service de la communication de crise, elle n'est pas récente, hein. Mhm. C'est tout l'enjeu du social listening Oui. qu'on connaît déjà. Mhm. Là, ce que l'IA apporte, c'est aussi de pouvoir suivre ça de manière plus autonome, également dans la collecte parfois de Mhm. données. Et puis la finesse, je dirais, de la scénarisation. Ok. Après, comme on dit souvent, l'IA ne remplace pas l'humain, parce que c'est l'intelligence humaine à la fin qui, elle, va Mhm. choisir les, Mhm. les scénarios qu'elle retient. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui, qui ont recours, et c'est pas un secret, Ok. dès lors qu'on est sur du service. Euh, il y a eu, j'essaie de me rappeler, il y a eu un exemple qui avait été donné lors de la journée de la Maison des communicants. Je ne sais pas qui était Ah, parmi vous. si ça Et je revient. pense que c'est Opinionway qui avait fait une étude de Ah cas. oui. Et il me semble que Ok. c'était dans le secteur, c'était la SNCF ou c'était un secteur bancaire. Mais en tout cas, voilà, ça touche au Ok. transport, ça touche à Mhm. l'énergie. Euh, Mhm. enfin, aujourd'hui, l'énergie, le transport ferroviaire, Mhm. aérien sont concernés. Bien sûr. L'énergie y est en plein dedans. Et bien Mhm. entendu, les services d'État, parfois même Mhm. les collectivités territoriales. D'accord, d'accord. Ok, très, très bien. Mais merci pour ces explications. Il nous reste un petit quart d'heure ensemble. Nathalie, si tu me permets, un grand merci pour cette présentation. Voilà, et je vous invite évidemment à vous plonger dans l'ouvrage pour aller beaucoup plus dans le sujet et dans les modes d'emploi, ce mode d'emploi que nous donne Nathalie. Et on vous écoute. Je suis sûre que vous avez des questions ou envie de réagir. Olivier, si tu as envie de réagir, puisque tu as participé aussi à cet ouvrage, n'hésite pas. Et voilà, on a un petit quart d'heure encore à passer. Alors, quelqu'un peut poser une question? Et vous êtes très sage. Quelqu'un qui... Alors, Olivier dit, bah, rien à ajouter, je suis totalement en ligne avec les remarques de Nathalie. Bon, eh ben, parfait, parfait. Mhm. Est-ce qu'il y a... bah, alors, on va continuer la Non, discussion. Nathalie, peut-être sur le secteur agricole et agroalimentaire. Euh, qui n'est pas épargné non plus par la com de crise. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Dans ton ouvrage, tu n'as pas voulu hein, citer des secteurs en particulier ou donner, contrairement à Thierry Libert qui donne beaucoup de cas concrets. C'est- Oui, alors c'est un parti pris, en fait, Oui. de l'ouvrage, de dire, enfin, moi, ça, c'est mon parti pris. Mhm. On n'apprend pas à faire du vélo en regardant le Tour de France, on apprend Ah, en il y a montant sur selle, en tombant, etc. Donc, effectivement, j'ai pris ce parti pris de ne pas mettre énormément d'études de cas. D'accord. Il y a quand même quelques exemples, mais Oui, plutôt sous l'angle de l'avis d'experts, c'est-à-dire d'accord. que c'est plutôt des DIRCOM qui ont pris leur plume Mhm. pour expliquer ça. Euh, Mhm. à la fois parce que parfois, en com de crise, on est en observation, on ne sait pas, on voit le sommet de l'iceberg et quand on n'a pas accès à toutes les données, on fait des suppositions et j'avais pas envie de faire des suppositions sur le pourquoi, mais aussi pour laisser le plus de temps à cette question de comment y arriver. Comment? Absolument. Voilà. Oui, oui, c'est très, très clair. Alors, je vois que Julien Bouffartigue lève la main. Julien, on t'écoute. Merci. Ah, bah alors, Julien, il n'est plus avec nous. Ou alors, il peut plus couper son micro. Est-ce qu'il y a d'autres mains si, c'est levées bon, que c'est je ne bon. vois C'est pas? bon, C'est ça bon, marche. Julien? Retrouver l'icône sur ma tablette, c'est un peu moins Formidable. facile. On Non, t'écoute. je voulais apporter un tout petit témoignage, comme il n'y avait pas de questions, parce que moi, j'étais au GNIS, enfin, CMAE maintenant, quand Élise Lucet est venue, Mhm. donc pour, oui, témoigner de ce que ça implique. Alors, c'est pas tant enfin, c'est une com de crise dans le sens où c'est l'interview qui a provoqué la crise. Hmm. Et surtout, je voulais témoigner sur effectivement l'importance de se préparer
Mhm. et de se préparer sur deux choses. C'est effectivement les messages qu'on va faire passer, être solide, et puis aussi sur les techniques auxquelles on peut faire face. Parce que effectivement, ce qui a été diffusé a été un petit choc. Enfin, ça a été un peu difficile parce que le montage était effectivement un peu biaisé. Parce que surtout, nous, on sait ce qui n'a pas été diffusé. Parce qu'il y a eu des angles d'attaque qui se sont heurtés à une grande préparation et ça disparaît complètement du sujet. Donc, effectivement, le but au final, c'était de limiter. On savait qu'il y aurait un impact négatif, mais le limiter au maximum. Et quand je dis c'est aussi les techniques, c'est que notamment il y a une interview qui est complètement passée sous silence parce que c'était quelqu'un qui était au cabinet Le Foll avant, qui avait déjà eu Élise Lucet, donc elle était particulièrement préparée et elle avait des éléments de langage solides. Et Mhm. une des techniques d'interview, c'est de poser 10 fois la même question parce que Mhm. le cerveau humain étant ce qu'il est, on a toujours envie de répondre à chaque fois différemment. Et il y a toujours un moment où on répond pas bien. Mhm. Et elle s'est tenue à répondre toujours exactement la même chose jusqu'à ce Mhm. que Élise Lucet elle-même, je me rappelle de cette image qu'on aurait aimé voir diffusée, s'énervant, disant mais je vous ai déjà, ça fait 10 fois que vous me répondez la même chose. Et la réplique, ça a été, mais ça fait 10 fois que vous me posez la même question. Donc voilà, il faut être préparé à ce genre de choses de deux façons. Voilà, c'est sur ce qu'on doit dire et comment aussi s'y tenir et Tout à fait. savoir anticiper des petites techniques rhétoriques qui Mhm. peuvent Mhm. survenir dans ces moments-là. Super. Merci beaucoup, Julien, pour ce témoignage. La psychologie, hein, on y revient, hein, parce que c'est vrai que c'est garder cette posture euh, quand on est un petit peu dans les phares. Voilà, c'est quelque chose qui se travaille. On dit souvent l'improvisation, ça se travaille. Là, pour le coup, en com de crise, ça se vérifie, Nathalie. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? On voulait voilà, spécifiquement parler du secteur agricole un petit peu, qui est aussi de plus en plus confronté à des crises. On parlait de confiance, on parlait de citoyens plus actifs. Ah bah, voilà, quelqu'un nous pose une question sur la discussion, je vais en profiter. Je trouve l'utilisation de certains outils de monitoring des réseaux sociaux et du web très pertinent, tels que Talkwalker, que je connais mieux que d'autres, pour identifier les points négatifs et d'éventuelles situations de crise. Et sinon, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Euh, voilà, Nathalie, une petite réaction sur ces Euh, outils. oui, bien sûr. Alors, j'ai cité VisiBrain, mais il y en a tellement d'autres. J'ai cité VisiBrain Mm. parce que ça a été l'occasion pour eux d'intervenir. Mais il y en a d'autres, tels que Talkwalker. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de se dire que la communication de crise, c'est pas qu'une affaire d'intuition et que les données Mhm. sont importantes. Sinon, on peut se tromper parce qu'on a perçu les publics ou les questions ou les interrogations selon le prisme de nos propres inquiétudes. Et parfois, on peut passer à côté parce qu'on est convaincu d'être droit dans nos bottes, d'avoir fait les choses comme il se doit. Donc, tout à fait d'accord pour dire que ces outils-là ne sont pas des gadgets, en fait. C'est des vrais atouts pour Mhm. une communication de crise plus centrée vers le public final. Et pour ça, on a besoin de la data, en De la effet. data, d'accord. Et on est d'accord, c'est 55 outils, c'est énorme. Voilà, il faut faire son marché selon son profil, etc. Nathalie, on a sans doute dû te le dire, 55 outils. Waouh! Bien Quel entendu. temps de les mobiliser tous. Non, déjà, il n'y a pas besoin de les mobiliser tous. Enfin, ce qui n'est pas dit ici, mais qu'on Mhm. retrouve sur le site de l'éditeur, c'est que avec le livre, il y a aussi une ressource numérique Oui. qui est un ensemble de 15 outils Mhm. euh, qui sont livrés en format Excel. Et ça, c'est un peu la boîte à outils, j'ai pas envie de dire à minima, mais c'est ce qui est, je pense que ce qui est requis, important pour, Mhm. pour bien démarrer, en tout cas, Mhm. et constituer son propre plan. Donc voilà, c'est une boîte à outils. Dans une boîte à outils, il y a des jours où on utilise un marteau, il y a des jours où on utilise un tournevis, mais on a besoin des deux. Et là, c'est pareil. Ça ne veut pas dire que sur toute situation de crise, il faut mobiliser les 55 outils, mais à la maison, je ne sais pas vous, mais moi, je garde plusieurs formes de Mhm. tournevis aussi Mhm. pour les fois où j'en ai besoin. Mhm.
D'accord, d'accord. Très bien. J'en profite puisque on a des participants très disciplinés voilà, qui t'ont écouté et qui sont d'accord avec toi. Moi, j'avais envie peut-être de te poser des questions sur l'incarnation, sur les dirigeants d'entreprises, ceux qui représentent une entreprise. Il y a eu un article des Échos il n'y a pas très longtemps sur cette présence hein, de plus en plus accrue sur LinkedIn notamment et cette prise de parole souvent plus ou moins préparée avec des plumes, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette personnalisation de l'expression des entreprises par le biais d'un patron sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est à double tranchant, justement? Est-ce que ça peut être une bonne arme en cas de crise, justement, d'avoir quelqu'un qui a une communauté derrière lui, qui s'exprime sur les réseaux sociaux? Alors, Je veux avoir le ton avis. capital sympathie est toujours un atout pour Mhm. les dirigeants parce que quand on connaît quelqu'un d'avant, il n'a pas besoin de faire sa première impression au moment de la crise. Donc, la Tout première à fait. impression elle est passée, il y en a une, deuxième, troisième, on a l'impression de connaître le personnage et Ouais. ça facilite énormément la donne. Mhm. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas le fait que les patrons soient exposés. Au contraire, c'est en termes de proximité, d'image, c'est super, surtout quand c'est aligné avec les valeurs de l'entreprise. Oui. Et m'inquiète, c'est un peu l'opposé de l'outil qui est proposé là. C'est plutôt la course au contenu dans le fait de vouloir absolument maintenir une régularité, de vouloir absolument toucher à tous les sujets, qui fait que à la fois on perd en pertinence, on a Mhm. des contenus qui commencent à être trop lisses, qui se ressemblent un peu trop. Et j'ai envie D'accord. de dire, c'est pas juste la présence en fait du patron sur LinkedIn qui est importante, mais c'est un peu sa patte, sa touche. Tu Et as à très bien vouloir raison. être trop présent, Ouais. on perd ce qui fait cette authenticité. Et privilégier la qualité de présence à la présence, j'ai envie de dire. Hein. C'est C'est de ce que- exactement ça. hein. Oui. Eh oui, eh oui. Non, non, mais très, très, très juste. D'ailleurs, ça me permet de faire la publicité d'un prochain webinaire sur une crise. Olivier Simelière sera intervenant sur voilà, les bad buzz et la crise qu'il y a eu sur la polémique sur les influenceurs agricoles employés par des marques agricoles. Anaïs nous reprécisera l'agenda tout à l'heure. Olivier, tu veux dire un mot ou pas? Toujours pas. Marie-Laure, je me permets, Oui, on a échangé avec Olivier. En fait, on oui, est en train de définir une série de webinaires pour la super. rentrée de septembre. Et donc, en Ah, effet, le premier va commencer sur la communication de crise sur les réseaux sociaux. Mais on préfère être encore discret pour le moment. ah, Rien d'accord. n'est Autant défini. pour Mais moi. merci pour ce Trop teasing. bavarde. Voilà, En fait, j'ai appliqué le conseil de Nathalie, le Ah, silence. d'accord. Et moi, je viens casser la stratégie. Voilà. Donc voilà, bah, l'illustration, c'est qu'heureusement, Anaïs a quand même apporté un élément de réponse. Voilà. Voilà, bah super, super. Mais c'est bien, le teasing est fait. Ils ont tous noté. Parfait. Et Olivier, je me souviens, je t'avais fait intervenir à mon cours à l'IDREA, hein, auprès des élèves de l'IDREA, donc futurs agriculteurs. Et tu avais dit des choses très pertinentes. C'était il y a quelques années déjà, avant le Covid. Va falloir remettre, j'ai remis à jour depuis, ça a pas, enfin, il y a des J'imagine. choses qui ont évolué quand même. Même Oui, si les oui. fondamentaux restent là, et c'est bien de les rappeler, c'est une des forces du bouquin de Nathalie, Mm, c'est que ça rappelle ces fondamentaux parce mm, que on a souvent tendance à les perdre de vue, à ne mm, chercher que ce qui est nouveau, le truc qui est un mm, peu sexy, buzz, mm, surtout avec l'IA mm. aujourd'hui qui pose des vrais problèmes, effectivement. Mais les fondamentaux, ça reste valable en toutes circonstances. Et Et donc, c'est bien ouais. de remettre ça en perspective. Super. Et qu'est-ce qui a changé là très brièvement? Qu'est-ce que tu vois là en espace de trop? Bah, le truc le plus marquant, c'est la puissance de la viralité des crises, Ouais. l'ampleur qu'elles ont maintenant, Hmm. et puis surtout l'intervention de l'IA qui mélange encore plus le vrai avec le faux, D'accord. qui complexifie clairement l'analyse, la lecture qu'on peut avoir lorsqu'une marque est confrontée à une crise. Hmm. Ça devient plus compliqué. Voilà, c'est Hmm. cette complexification et cette vitesse qui sont Ouais. les deux choses qui ont changé. Pour le reste, les attitudes, la façon de répondre, etc., Hmm. ça reste valable Hmm. entièrement.
Merci Olivier, merci beaucoup. Des crises de plus en plus gluantes, hein, c'est ton mot, Nathalie, j'aime bien. Je trouve que c'est ça, ça reste, voilà. Gluant, ça veut dire, Donc, ça quand il y parle a très bien. Saint-Barth, j'avais un samouraï comme ça, un tape-cul. Pardon? Quelqu'un a complété, on a entendu un François commentaire? n'avait pas coupé son micro. Ou alors quelqu'un qui n'avait pas coupé son micro. À nouveau. Écoutez, on va être parfaitement dans le timing. On a fini notre café webinaire. Regardez, il reste 3 minutes. Super. Merci Anaïs d'afficher la slide de notre grand rendez-vous du CIRPA des Journées de la communication agricole. Tu veux en dire quelques mots, Anaïs? Vas-y. Eh ben écoutez, nous serons ravis de vous accueillir le 26 juin. C'est un moment à ne pas louper, je pense. Il va y avoir de beaux intervenants, mais comme à ce jour, on est toujours dans la construction et la validation des intervenants, on ne peut pas vous en dire plus. Mais en effet, comme le disait Marie-Laure, ça va tourner autour de l'IA. Mais comme vous voyez beaucoup de choses autour de l'IA, ça va être surtout sur la communication agricole et l'avenir du métier de communicant avec les évolutions des outils qu'il y a actuellement. Donc, l'IA aide énormément. Les Oui. communicants à communiquer, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la création de visuels. Mais attention, le communicant a toujours sa place, ce qu'a rappelé Adventiel au Salon de l'Agriculture. Le communicant aura toujours sa place malgré les évolutions. Et un bel exemple qui est actuellement, c'est le starter pack que tout le monde s'amuse à faire. Non, pas Donc, moi. voilà, il y en a que ça énerve, il y en a à qui ça fait rire, mais il y a des gravistes qui se révoltent quand même en disant que c'est très lisse. Et donc l'IA est un outil qui peut nous accompagner à nous améliorer, mais à mon avis ne remplacera pas la communication. Donc j'en dis pas plus, on vous en dira davantage le 26 juin. On vous donne rendez-vous aux locaux du Bon Coin. Oui, ça c'est bien de le dire parce que c'est assez original. L'endroit va être Ouais. très sympa. Donc un partenaire Ouais. qui nous prête ces locaux qui sont très très beaux avec aussi si vous n'avez pas envie d'entendre parler de communication, vous pouvez venir parce qu'il y a un très beau rooftop au dernier étage avec une vue 360 sur Paris, si jamais. Super. Donc voilà, le 26 juin de 10h30 à 17h, on vous donne rendez-vous là-bas. Mettez ça dans vos agendas, les billetteries vont Oui. bientôt ouvrir et le programme sera dévoilé le mois prochain. Génial. Merci beaucoup Anaïs et bravo au groupe de travail de la JCA qui s'active. Donc notez bien cette date parce que les agendas se remplissent. On va remercier vraiment très chaleureusement, très vivement Nathalie Maroun, notre adhérente de choix. Et bravo pour ce livre, Nathalie. Belle vie à ton livre qu'on peut se procurer dans les librairies, sur Amazon. Non, c'est pas Amazon, c'est pareil que c'est pas bien, mais bon, en tout cas, on peut se le procurer aussi en version électronique, c'est bon à savoir. Je crois qu'il y avait une petite slide qui présentait, voilà, on voit la couverture, etc. Mais c'est vraiment un livre à lire, à avoir dans nos bibliothèques, à la façon de ton... Je m'inspire du décor derrière toi, Nathalie. Ah oui, et puis notez aussi, parce qu'on ne va pas attendre le 26 juin, on a plein d'événements à venir. Il y en aura d'autres en plus, on est en train de préparer tout ça, donc avant le 26 juin. Et puis le Save the Date, c'est un événement partenaire organisé par le Co-Farming à Bordeaux. Le 20 mai, c'est sur Cosmagri Business, hein, C'est quand la cosmétique voilà, rencontre l'agriculture. Et d'ailleurs, il me semble que Mélanie est dans dans les, les dans le, participants. c'est ça. Bah alors, Mm, Mélanie, c'est la responsable du co-farming qui organise cet événement qui aura lieu à Bordeaux le 20 mai. Donc, voilà. il y aura d'autres événements en amont pour teaser cet événement, mais vraiment, c'est Mhm. assez original parce que là, on a deux mondes qui se rencontrent. Donc, c'est un très, très bel événement à venir également. Et ben voilà, notez-le et on vous libère. 9h31, passez une très très bonne journée. Merci à toutes et à tous. Merci Nathalie pour voilà, ton intervention précieuse. Longue vie à ton livre que je conseille vivement. Merci beaucoup Anaïs de nous avoir aidé à préparer ce webinaire et à très bientôt à toutes et à tous. Et je viens de remarquer que j'avais les couleurs du CIRPA. C'est formidable, j'ai pas fait exprès, hein. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté SIRPA. Bien sûr, évidemment. Adhérez, adhérez. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au Merci, revoir. Annelise. Merci à tous.